Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun est sous le choc après le grave accident mortel survenu sur l'axe, notamment sur la falaise de Tian, suivi d'un violent incendie d'un bus gros porteur et d'une camionnette transportant du carburant frelaté. Le bilan est lourd, 53 morts calcinés et 29 blessés graves. Que s'est-il réellement passé sur la falaise de Tian? Comment une camionnette transportant du carburant frelaté a-t-elle pu échapper au contrôle routier le long de cet axe? Le gouvernement a-t-il fait le bon diagnostic en posant la problématique des voyages de nuit après un tel accident? Vous suivrez dans un dossier consacré à cette actualité les témoignages bouleversants des rescapés, le film de l'hécatombe et la réaction des parlementaires dans ce journal. Comment l'Afrique centrale va-t-elle s'approvisionner en vaccins efficaces et à moindre coût? Mise sur une approche sous-régionale et la mise en place d'une plateforme pour la veille sanitaire et un comité scientifique régional. Cependant, elle peine à atteindre les critères fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Nous ferons le point dans la page consacrée à la santé dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. De nombreuses familles sont effondrées après cette disparition brutale et inattendue de l'un des leurs. Près de 53 Camerounais morts calcinés dans un grave accident de la circulation routière, suivi d'un violent incendie survenu très tôt ce matin sur la falaise de Tian. Les images sont effroyables et les témoignages des rescapés sont édifiants du choc et du cauchemar vécu durant le voyage. Le récit des faits avec le Cled Sakem. C'est une autre catastrophe qui vient endeuiller plusieurs familles en ce début d'année 2021 dans la région de l'ouest du Cameroun, au lieu des falaises de Tian. Ce mercredi matin, aux environs de 3 heures, un cas de transport interurbain de l'agence Monois Voyage immatriculé LT 954IX ayant chargé à Douala a été percuté par un camion de marque Mercedes immatriculé LT 484CN qui transporterait une cargaison de bidons de carburant en provenance d'un pays voisin. Selon certaines sources, le camion était escorté par un douanier et un gendarme qui, après l'incident, ont pris la peau d'escampette. Le chauffeur et quelques rescapés racontent. Dès que j'engage la falaise, je suis en train de monter, doucement comme cela monter. Je n'allais pas fort. J'arrive pas trop loin. Quand j'ai engagé la falaise, je n'ai pas beaucoup roulé. J'engage un petit virage. Un camion qui descendait à vive allure abandonne son côté et traverse me percuter. Il y a eu le feu. Comment vous êtes sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'étais même traumatisé. J'étais traumatisé, je ne sais pas à quel moyen. C'est qui? Je suis sorti. S'il vous plaît. Si vous voyez l'accident, vous n'allez plus pleurer. Vous entendez? Si vous voyez l'accident, vous allez commencer, ce camion, ainsi que le bus, vous allez commencer à faire des prières. C'est un miracle que vous êtes vivant. Un miracle. Donc restez tranquille pour qu'on vous dise la situation. Hein? My colleagues are in they are distracted. Yes. So they are to get them some involved. So that they can clean small bottles. Please, right. So I looked around, so I went back to Dola. Descendu sur les lieux, le gouverneur de la région de l'Ouest dresse le premier bilan. Il y a eu un accident grave sur la falaise Saint-Jean. Ce matin, autour de 3h30, il y a un bus de 70 places de Monois Voyage provenant de Douala en destination de Tian a eu une collision avec une camionnette qui allait de Tian vers Sancho, dans le sens inverse. Et à l'heure actuelle, le bilan fait état de 53 morts et 29 blessés.
graves qui se trouvent dans les hôpitaux du district de Tchang ainsi que l'hôpital régional de Bafoussam. Je peux ajouter, c'est très important, du fait que tout juste après cet accident, les deux voitures ont pris feu. Donc les morts ne sont pas identifiés. Ils sont tous calcinés. À l'hôpital du district de Tchang, le personnel médical est à pied d'œuvre. On a eu 29 blessés avec 6 graves qui sont en train d'être évacués à Bafoussam. On a évacué 4 personnes. Il reste 2. Les autres, ceux qui ont des blessures légères et petites brûlures. Donc ils sont déjà pris en charge gratuitement depuis l'accident. Ces caracas et une bonne surface consumée témoignent à suffisance l'ampleur des dégâts. À l'absence d'une unité des sapeurs-pompiers dans la ville de Tchang, les soldats du feu de Bafoussam sont arrivés quelques instants après, malheureusement sous-équipés. Ils sont obligés, avec l'appui de la population, d'arrêter l'avancée des flammes. Les corps, 53 au total, sont acheminés à la morgue de l'hôpital du district de Tchang. Au portail de cette formation hospitalière, les familles des victimes et autres se bousculent pour avoir les nouvelles de leurs proches. À l'agence Monoa Voyage de Tchang, c'est un calme précaire. Les guichets sont fermés. Le chef d'agence nous affirme de la suspension des activités. Cette autre hécatombe vient davantage noircir le tableau déjà très sombre des accidents ayant ôté la vie à de nombreux citoyens. À cet endroit où l'affaissement de la route est imminent, l'on a encore en mémoire le décès de 21 personnes sur le carreau à la suite d'un accident de circulation dont le conducteur du bus avait perdu l'usage de ses freins. Et toujours à Tchang, le président du conseil régional de l'Ouest s'est rendu sur les lieux du drame afin d'évaluer les dégâts matériels. Il a pu observer l'impact de la collision et de cet incendie violent survenu à la suite de cette collision entre un bus gros porteur de 70 places et également cette camionnette transportant le carburant frélaté. Le président du conseil régional, il est le docteur Foka. Foka s'est également rendu à l'hôpital et à la gendarmerie afin d'en savoir davantage sur les circonstances de ce drame. Et dans son communiqué, le gouverneur de l'Ouest fait savoir que le grave accident mortel s'est produit dans la matinée du mercredi 27 janvier vers 4h30. Vous voyez en image donc le président du conseil régional de l'Ouest sur les lieux du drame, le docteur Foka, qui est allé toucher du doigt l'impact de cette collision entre un bus gros porteur de 70 places et une camionnette transportant du carburant frelaté dans des circonstances encore floues. L'incendie violent qui a soufflé et presque ravagé et réduit en cendres les deux engins qui sont entrés en collision autour de 4 heures du matin. Et le gouverneur qui fait son bilan officiel, 53 morts calcinés, 29 blessés de brûlures divers, dont 6 cas jugés graves qui ont été référés à l'hôpital régional de Bafoussam. Tous les corps des personnes décédées sont déposés à la morgue de l'hôpital de district de Tchang. Parmi les 29 rescapés de l'accident, il y a 3 bébés âgés en moyenne d'1 an. La liste intégrale des rescapés est disponible sur la page Facebook d'Equinox. Le ministre des Transports a quant à lui exprimé aux familles éprouvées les condoléances du gouvernement de la République. Selon lui, cet accident mortel met en exergue la problématique des voyages de nuit qu'affectionnent certaines agences de transport interurbain. Jean-Ernest Massenangal et Bibé précise qu'il est nécessaire d'encadrer ces voyages de nuit. Selon le ministre des Transports, une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités des uns et des autres et de prendre les mesures appropriées.
Un député de la nation dénonce l'irresponsabilité de l'État dans la mise en place d'un système de prévention et de sécurité routière au Cameroun. L'honorable Djemeni Benid s'insurge contre l'inefficacité des contrôles routiers et la dégradation des infrastructures sur l'axe Douala-Konsamba-Tchang. Je vous invite à suivre le président du réseau parlementaire Assurance à l'Assemblée nationale, le député Djemeni Benid. Alors, 53 décès encore dans l'accident de circulation du Cameroun, c'est inacceptable. Nous continuons toujours à dire que nos routes tuent plus que Boko Haram, nos routes tuent plus que la guerre au Nozo. Et tous les Camerounais sont retournés vers la guerre du Nozo et vers Boko Haram, laissant les activités même de notre pays. Il faut dire que la route aujourd'hui est un endroit où on peut dire que c'est un cimetière, c'est un mouroir. Et aujourd'hui, 53 Camerounais sont partis. Nous allons toujours dire qu'une enquête est ouverte, le chef d'État a prescrit l'enquête. Oui, c'est quel type d'enquête finalement? Et je saisis l'occasion ici pour dire qu'à ma qualité du président du réseau parlementaire pour la promotion des assurances, il est temps que nous mettons un terme à cela. L'assurance en réalité prendra en charge ses victimes, mais c'est des charges que nous mettons à l'actif de l'assurance à tort, parce que l'État est irresponsable. Il faut le dire, c'est l'irresponsabilité du système managérial de notre pays, et nous ne manquerons pas de dire en temps opportun que lorsque vous n'aviez pas la capacité de gérer, il faut démissionner. Lorsque vous n'avez pas la capacité de diriger les hommes, il faut ne pas les mettre tous dans la tombe avant de vous en aller. Nous disons ici que l'État camerounais aujourd'hui, vous avez vu les nids de poules sur les routes, vous avez vu un camion qui transporte du carburant de façon abusive et traverse des contrôles en route. Et sur le regard impuissant, même pas, je ne veux pas dire impuissant, il ne punit pas. Et lorsque vous pouvez avoir un peu d'argent, vous pouvez conduire de Douala jusqu'à Tchang sans que personne ne vous stoppe. Il faut dire que c'est illégal et nous condamnons cela. Nous demandons à l'État camerounais d'avoir pitié des Camerounais qui meurent tous les jours. Regardez vous-même les nids de poules. Je saisis l'occasion pour C'était donc le député Djemeni Benid, président du réseau parlementaire pour la promotion des assurances, un député SDF qui dénonce cette irresponsabilité de l'État. Et qu'en est-il ici à l'agence de voyage Menois Voyage à Douala, là où est parti ce bus gros porteur transportant des Camerounais qui se rendaient dans la ville de Tchang. L'agence a été fermée à titre conservatoire. Les responsables redoutaient la vandalisation des véhicules par des proches, des familles endeuillées ou encore des badauds rôdant dans les parages. Un cordon de sécurité a même été formé par les forces de maintien de l'ordre pour éviter des risques de troubles à l'ordre public. C'est le constat que font Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat dans ce reportage. À l'agence Menois Voyage, au quartier Bepanda, où le bus accidenté a décollé vers minuit en direction de Tchang. Un dispositif des forces de maintien de l'ordre pour sécuriser le site et le matériel roulant, garé au terminal d'embarquement et de débarquement. Devant les locaux de cette agence de transport interurbain, une corde en signe d'arrêt des activités à l'annonce de l'accident impliquant un bus de la compagnie Menois Voyage et un camion, dont la collision entre les deux véhicules vient de tuer plus d'une cinquantaine de personnes au petit matin de ce 27 janvier courant. À la propagation de la nouvelle, répandue comme une traînée de poudre, certains membres des familles des victimes et des badauds auraient fait irruption ici, menaçant de tout saccager si le bordereau de voyage des passagers à bord ne leur était pas remis, confie un responsable de cette agence. Et c'est donc par prudence que ces responsables de l'agence Menois Voyage de Bepanda saisissent les éléments du commissariat du 7e arrondissement de Douala, renforcés quelque temps après
par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. Tous postés ici pour contenir toute velléité de vandalisme des installations. L'agence Menoa Voyage de Bipanda a donc fermé ses portes pour laisser passer le mauvais vent qui souffle en ce moment sur cette compagnie de transport interurbain opérant sur la ligne Douala-Tchang-Douala. L'instant que l'enquête en cours sur les circonstances de cette hécatombe livre tous ses secrets. Une vague d'indignation est observée sur les réseaux sociaux des Camerounais qui rendent hommage à leur frère décédé dans ce grave accident. Près de 53 personnes mortes, calcinées, après cet accident mortel survenu très tôt ce matin sur la falaise de Tchang. Après un premier sitting au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa, les agents de sécurité licenciés ont campé devant le ministère de l'enseignement supérieur. Ils sollicitent l'intervention du ministre dans leur affaire. Ils jugent leur licenciement abusif et déplorent les conditions de vie après cette décision du recteur de l'université de Yaoundé 2 Soa. Des précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Des agents de sécurité de l'université de Yaoundé 2 réunis non pas à l'entrée du campus à Soa comme ce fut le cas il y a quelques semaines, mais plutôt à l'esplanade du ministère de l'enseignement supérieur à Yaoundé. Ils tentent de rencontrer le ministre d'État afin de s'enquérir de leur situation. Nous sommes venus ici au ministère pour voir le ministre. Si le ministre n'est pas là, on ne rentre pas à Soa parce qu'on n'a plus rien à manger. On n'a plus les moyens pour payer le transport pour arriver ici à Yaoundé. Licenciés abusivement, selon leurs propres termes, les agents de sécurité de l'université de Yaoundé 2 avaient saisi le MINESUP d'une requête aux fins d'intervention. Le professeur Jacques Famdongo, à son tour, par correspondance datée du 7 janvier 2021, demandait au recteur de l'université de Yaoundé 2 d'apporter sous week-end des solutions satisfaisantes à leurs problèmes. Mais près de 2 semaines sans réponse, après le délai de 8 jours, les infortunés décident de repartir vers le ministre de l'enseignement supérieur. On a décidé de venir rencontrer le ministre d'État, Famdongo, pour essayer de savoir effectivement où en est-on avec la situation que nous vivons ici. Parce que personne ne nous dit rien. Nous faisons déjà l'objet d'un licenciement, nous ne sommes plus au service. On ne sait plus où on va aller, soit on va attendre les résolutions de nos revendications qui sont quoi, soit on nous réintègre au travail, ou alors on nous donne une prime de séparation en payant tous nos droits qu'on a coupés. Les agents de la Campus Police qui cherchent à rencontrer le ministre d'État vont dans un premier temps être dissuadés par les éléments des forces de l'ordre qui leur proposent de faire une nouvelle requête. Si effectivement vous trouvez donc ces langues, vous pouvez, n'est-ce pas, toujours faire un autre correspondance à l'endroit du ministre d'État et il va toujours faire la même chose. Et soyez sûr, donc s'il y a quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Et soyez sûr que vous êtes déjà ici, votre audience sera prise en compte. Après les forces de l'ordre, les services du dialogue social du ministère de l'enseignement supérieur entrent également dans la danse. Il y a une cellule de dialogue social. Vous pouvez de temps en temps venir 2 personnes, 3 personnes, de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ici, il y a les documents relatifs. Ça va être porté à ces structures. Face à toute cette pression, les agents de sécurité licenciés de l'université de Yaoundé 2 vont faire preuve de témérité. Ils seront finalement reçus, comme ils le disent eux-mêmes, par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons été reçus par le secrétaire général du ministre qui nous a dit qu'on rédige encore une autre lettre avec des signatures de tout le collectif, de tous les plus de 100 personnes qui sont là, pour pouvoir présenter encore ça au niveau du ministre, afin d'attendre la réponse. Parce qu'il dit que le recteur en question ne lui a pas encore donné une réponse fiable. Depuis là, il attend la réponse cette semaine, pour qu'à la suite de ça, il nous convoque donc, il nous dit ce qu'il faut faire. La nouvelle requête, la voici. Elle est manuscrite, mais comme la première, elle est adressée au ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, aux fins d'intervention sur la situation des agents de sécurité de la police campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Ils vivaient pourtant le parfait bonheur, les membres de la famille de Marcel, 45 ans, ingénieur de génie civil. Il est mort après avoir consommé un repas présumé empoisonné par l'un de ses enfants.
La famille vivait de vives tensions selon leurs proches, mais quels étaient les mobiles pour un adolescent de pouvoir procéder à un empoisonnement de son propre père? Est-il réellement l'auteur de ces actes ignobles? Que s'est-il réellement passé au sein de cette famille? C'est une enquête signée d'Alaskana et Isabelle Carole Zoupet. Défraie la chronique à Douala. Il s'agit de la disparition tragique et brutale d'un chef de famille, père de 5 enfants et marié depuis une dizaine d'années. Diao Marcel, 44 ans, ingénieur de génie civil, s'est effondré à la suite d'un malaise. Il a ressenti de violentes douleurs, devenues insupportables après avoir consommé du riz sauté à son domicile. Admis à l'hôpital quelques heures plus tard, il rend l'âme au grand désarroi de sa famille. Donc c'est le 15 janvier 2021, vendredi, j'étais au travail, que ma belle-sœur m'a appelé aux environs de 15h30 comme ça, pour m'annoncer le décès de mon frère. Donc j'étais dépassée, étant choquée, bon, je me suis dirigée à l'hôpital général. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé aussi mon frère. Il était mort, vraiment. Je me suis mis à demander ce qui s'était passé. Elle a dit que mon frère a eu un malaise. Il a eu un malaise, c'est tout. Donc, elle a conduit mon frère à l'hôpital. C'est arrivé à l'hôpital que mon frère est décédé. Et elle était même sur le point de mettre le corps à la morgue sans le consentement de notre famille. Comment expliquer que cet homme robuste, bien portant, puisse tout d'un coup succomber à un malaise? Cette sensation générale de mal-être qu'il ressentait était-elle liée au repas consommé le jour de son décès? En l'absence d'autopsie, des examens minutieux ont été faits sur la qualité du repas consommé. Les conclusions scientifiques sont effroyables. Le fameux repas a été empoisonné selon la famille du défunt. Nous sommes rentrés sur le lieu du deuil. On était là chaque jour, avant que c'est le jeudi, le 24 je pense, que sa femme a appelé mon grand frère aîné dans la chambre pour lui faire comprendre qu'il y a certaines vérités dont elle voulait nous faire part. Donc mon frère ne pouvait pas imaginer, afin qu'elle a caché le morceau, que c'est mon neveu, donc le deuxième fils de mon grand frère, qui a 17 ans, qui a empoisonné son papa. On a interrogé la femme de mon frère grand frère, qui avoue que c'est l'enfant qui a mis le poison dans le repas de mon grand frère. Après 3 jours, que c'est après 3 jours que l'enfant lui a fait part. Maintenant, on lui a posé la question de savoir comment, après 3 jours, l'enfant t'a dit ça. Et tu es resté tranquille, tu n'as pas dit à la famille. Elle dit que c'est parce qu'on lui a demandé de se taire. Devant la gravité de ces révélations, la veuve pointe du doigt son propre fils comme instigateur de cet acte ignoble. Ceci à la suite d'une révélation scandaleuse faite lors d'une réunion de famille. Un peu pressé de la femme, j'ai bien ramené. J'ai fait le reste, j'ai versé dans le lagon. Je suis parti. Tu voulais faire ça? Elle avait rien à la tête. Elle était fâchée de ton père. Non. Tu lui reprochais quelque chose? Cette nourriture-là, que tu as mis pincée dans la tasse, c'était pour ton père solidaire, pour toute la famille. Quels étaient les mobiles de ce qui s'apparente à un homicide volontaire? Comment un enfant pourrait-il porter atteinte à l'intégrité physique de son géniteur? À ces questions, les voisins avouent que l'amour n'était plus au rendez-vous au sein de cette famille. Les disputes conjugales rythmaient leur quotidien et les enfants, pris dans l'étau d'une famille en détresse et divisés. Aux dernières nouvelles, l'adolescent, présumé auteur de l'empoisonnement de son père, et sa mère suspecte ont été interpellés pour faire la lumière sur cette affaire qui déchire toute une famille. La veuve a été tout à l'heure interpellée avec son enfant. Ils sont à la brigade territoriale de Dorbon pour des enquêtes. Non, ils n'ont pas été relevés. D'après, à mon départ, le commandant disait qu'il devait être auditionné. Le fils va rester à la brigade et la maman va rentrer. Contactés, la veuve et ses proches n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette tragédie. C'est donc une affaire à suivre.
Restons dans la ville de Douala, où le directeur de l'hôpital La Quintini fait savoir qu'un réseau d'établissements de faux documents liés au test Covid-19 a été démantelé. Cela permettait à certains Camerounais de passer entre les mailles du filet, notamment ceux qui souhaitaient se rendre à l'étranger. Comment le poteau rose a été découvert? Je vous invite à suivre le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. J'ai été interpellé par les services de la brigade de recherche de Bonadjo qui a réussi à mettre la main sur un réseau de faussaires de tests de Covid. Et dans la suite des informations que nous avons eues, ce réseau est également en possession d'un arsenal important qui leur permet d'avoir ou de mettre en place tout ce qui peut provenir de l'hôpital La Quintini. Aujourd'hui, nous avons été, passez-moi l'expression, émerveillés par la qualité de reproduction des tests que nous avons vus. Les signatures sont imitées, on va dire de façon conforme, les cachets sont parfaits et même la couleur s'y prête, notamment les certificats médicaux, les notes de service, et j'en passe. Aujourd'hui, avec cette réussite, ce coup de filet, orchestré par la brigade de recherche, on peut tous être rassurés de ce que le personnel de l'hôpital La Quintini n'a qu'un seul objectif, c'est de servir le patient. Les tests Covid sont, et je le répète ici, entièrement gratuits au niveau de notre formation sanitaire. Mais ce groupe de personnes que nous avons pu voir ce matin, parce qu'ils nous ont été présentés par les gendarmes de la brigade de recherche, font payer les tests à la population, n'est-ce pas, qui va vers elle. Nous avons entendu parler des montants faramineux, 60 000 francs par là, 15 000 francs, 10 000 francs. Je voudrais donc prier la population de continuer à nous faire confiance, d'éviter des réseaux qui se mettent en place, parce que je ne suis même pas sûr que c'est le seul réseau qui existe, peut-être qu'il en existe d'autres, mais de continuer à nous faire confiance et de ne se fier qu'aux tests qui proviennent des laboratoires de l'hôpital La Quintini. Vous venez de suivre le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, invoquant ces problèmes de mise en place des réseaux de faussaires et de faux documents concernant les tests Covid-19. Et l'Afrique centrale qui peine à s'approvisionner en vaccins anti-Covid. Les différents gouvernements de la sous-région misent sur une approche régionale pour s'approvisionner à moindre coût. Ils doivent également pouvoir faire respecter des critères édictés par l'Organisation mondiale de la santé afin de bénéficier d'un appui important au moment où l'Afrique centrale traverse une deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19 et comment réagissent les autres pays africains face à cette stratégie de vaccination contre le virus du Covid-19. Élément de réponse avec Nadine Yambo. L'Afrique centrale se positionne en faveur d'une éventuelle vaccination contre le coronavirus. Le projet en étude a été adopté par les ministres en charge de la santé de la zone CEMAC, réunis en visioconférence. Pour la CEMAC et à urgence, pas question de faire cavalier seul. Pour endiguer la pandémie qui sévit actuellement, les autorités sanitaires de la zone CEMAC souhaitent une approche centralisée au niveau sous-régional pour l'approvisionnement en vaccins efficaces et à moindre coût. Pour mieux coordonner leurs actions, les ministres de la Santé de la zone CEMAC proposent dans l'immédiat la mise sur pied d'une cellule de veille sanitaire et un comité scientifique pour accompagner les pays de la sous-région sur le choix, l'acquisition et le déploiement de la stratégie vaccinale. Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus et les représentants des centrales nationales d'achat de médicaments ont été appelés à travailler en synergie pour choisir un vaccin anti-Covid adapté à la zone CEMAC. Les experts présents ont également appelé à étendre ces différentes actions aux pays membres de la CEAC.
L'Afrique centrale frôle les 60 000 cas de coronavirus, dont 2600 encore actifs et 880 décès. Et alors que l'Afrique centrale organise sa riposte globale contre la pandémie de coronavirus, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'insurge contre l'accaparement des vaccins anti-Covid par les pays riches. Prenant la parole lors du Forum économique mondial, le président sud-africain a décrié le fait qu'un pays de 40 millions d'habitants s'achète 120 millions de doses au détriment de ceux qui en ont le plus besoin. Durement frappé sur le continent africain avec près d'1,5 million de cas et 41 000 décès, l'Afrique du Sud est toujours dans l'attente de ses premiers vaccins. 1,5 million de doses ont déjà été achetées auprès des laboratoires indiens et devraient être acheminées dans les prochains jours. À peine de quoi vacciner la moitié du corps médical, a indiqué le président sud-africain. Au Maroc, c'est ce 29 janvier 2021 que débute la campagne de vaccination gratuite contre le coronavirus. Le royaume chérifien a déjà commandé 65 millions de doses de vaccins. Les personnels de santé de plus de 40 ans, autorités publiques et militaires, enseignants et les personnes âgées sont les premiers bénéficiaires. La campagne cible prioritairement les zones qui enregistrent un fort taux de contamination. Le Maroc totalise à ce jour près de 470 000 cas de contamination avec près de 8 000 décès. Le pays est en état d'urgence depuis le mois de mars 2020. Et au-delà des frontières africaines, aux États-Unis, où le seuil de 425 000 décès est franchi, le gouvernement prévoit de commander 200 millions de doses de vaccins supplémentaires dans l'objectif de vacciner l'ensemble de la population américaine d'ici la fin de l'été 2021. Et quelques notes en football. Vous le savez, c'est le CHAN édition 2021, des Camerounais qui se mobilisent pour la rencontre des Lions A' face à la République démocratique du Congo. Match qui se joue samedi dès 20h à Douala. Et dans les points de vente des tickets d'accès au stade, c'est une frénésie qui est observée. Vous le savez, il y a des quotas fixés par la Confédération africaine de football, mais ils sont de plus en plus nombreux, des Camerounais qui souhaitent accéder au stade pour suivre ces quarts de finale entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Vous suivrez cette ambiance dans l'émission spéciale consacrée au décryptage des performances des équipes engagées dans cette compétition. Émission à suivre ce soir, elle est présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao en présence des experts de haut vol. Il faut noter que les affiches des autres quarts de finale, du moins les autres équipes qualifiées sont connues. Le Maroc et le Rwanda se sont qualifiés pour les quarts de finale. Leurs différents adversaires seront connus à l'issue des matchs qui sont en cours. La Tanzanie et la Guinée ont déjà inscrit toutes les deux un but partout après 33 minutes de jeu. La Zambie et la Namibie, pour l'instant, c'est un score vierge et les deux rencontres se jouent à l'instant pour déterminer ceux qui iront en quart de finale de cette compétition, le CHAN édition 2021. Un public reportage dans ce journal, le cimentier CIMAF, qui a organisé des cérémonies pour récompenser à la fois ses meilleurs distributeurs, mais également ses meilleurs clients, utilisateurs d'un ciment qui est performant selon les consommateurs camerounais. Reportage. La passion de la construction. L'année 2021 démarre en beauté pour les consommateurs de CIMAF Cameroun qui reçoivent des chèques d'une valeur de 100 000 francs CFA offerts par cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du ciment. Une remise qui fait suite au tirage au sort dans le cadre du jeu promo béton CIMAF. Une initiative qui vise à encourager et à féliciter la clientèle CIMAF Cameroun pour leur fidélité au meilleur ciment qu'elle offre. Aujourd'hui, nous récompensons la fidélité de nos consommateurs. Il s'agit des gagnants du premier tirage au sort qui a eu lieu le 29 novembre sur Equinox TV. Nous voulons dire à ceux-là
qui n'ont pas participé à cette grande tombola, que nos promotrices continuent à les attendre dans les différents points de vente. Parce qu'aujourd'hui, tout achat des ciments CIMAF est récompensé instantanément. Il faudrait dire que ce que nous promettons à CIMAF, nous les réalisons. Ces heureux gagnants qui débordent de joie remercient CIMAF de mettre sa clientèle au cœur de ses préoccupations. Vraiment, je dis merci à CIMAF, c'est encourageant, très encourageant même. Parce que quand vous utilisez un produit et qu'à un certain moment vous avez une récompense pareille, vraiment ça fait chaud au cœur et puis ça donne envie de revenir encore et encore. I was like surprised, but it's not real because I'm receiving it. So I just want to say thank you, CIMAF, for this. And I really do appreciate it. I'm always using CIMAF and I will continue to use. Ce sentiment de satisfaction des gagnants de la promo CIMAF de Douala est le même qui anime ceux de Bertois et Bafoussam, également récompensés. J'ai été surpris. On m'a appelé un matin et m'a dit que j'ai gagné un chèque de 100 000 francs à CIMAF. Bon, je n'étais pas sûr, j'étais dans les doutes. Je suis très fier de mon chèque. Très fier de mon chèque. Je demeure le client de CIMAF. Je viens remercier CIMAF pour les efforts qu'il fournit pour construire l'Afrique. C'est d'ailleurs un bon ciment. Je suis très heureux d'être le gagnant de la promotion CIMAF dans la région de l'Est. J'ai consommé CIMAF et je peux dire que c'est un très bon ciment. Je le conseille à tous les Camerounais. Une preuve que l'entreprise Ciment d'Afrique tient ses promesses. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de venir récompenser notre fidèle consommateur. On a fait le déplacement depuis Yaoundé pour venir lui remettre ce chèque de 100 000 francs. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à cette grande promotion. En plus de récompenser ses consommateurs, CIMAF veille au quotidien à leur offrir un ciment de qualité, multi-usage et à des prix à la portée de tous. CIMAF, la passion de la construction. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'agence Menois Voyage ferme ses portes à Douala à titre conservatoire. Elle redoutait l'intervention musclée des proches des familles endeuillées qui pouvaient dénoncer l'implication de l'agence Menois Voyage dans ce grave accident de la circulation routière, redoutant qu'il y ait des casses perpétrées sur ces engins installés du côté de Bépanda dans le 5e arrondissement de Douala. Il y a eu un cordon de sécurité qui a été formé. Vous avez vu également que du côté de Tchang, c'est également la même mesure à titre conservatoire qui a été prise par l'agence Menois Voyage. L'unité des sapeurs-pompiers de Bafoussam descendue à Tchang, la falaise de Tchang, impuissante face au drame. C'est le constat qu'a fait notre reporter. Une fois sur les lieux du drame, il a fallu l'appui des riverains qui ont utilisé des seaux d'eau pour essayer de venir à bout de gigantesques flammes. Ils ont eu du mal et pendant ce temps, de nombreux Camerounais sont morts calcinés. Il faut le préciser, sapeurs-pompiers partis de Bafoussam pour la falaise de Tchang, intervenu un peu tard selon des témoins, mais au moins 29 rescapés ont pu être sauvés. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.